Je me console parce que je sais que je suis comme ça et je comprends parfaitement les gens qui disent c'est impossible de vivre avec lui. C'est vrai. C'est pour ça que je suis seul d'ailleurs. Tout le monde chante encore. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. J'attendrai. C'est la même chanson de la vie au soleil. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante les sirènes du port d'Alexandrie, les magnolias passent en plaine. 11 mars 1978, la nouvelle terrible, brutale et inattendue tombe dans tous les foyers, à travers la radio, mais surtout la télévision. Nous sommes tous frappés au but de Chaumont d'une chose horrible, notre ami Claude François est mort. La plus grande star de la chanson française, l'homme qui faisait partie de notre vie, vient de la quitter violemment, laissant toute une partie de la population sonnée et orpheline. Et là, j'étais écroulée. J'ai pleuré comme un gosse, quoi. Clo est mort, elle s'est mise à pleurer, j'ai pleuré avec elle. Mme Guilux et Michel Drucker, réunis en direct pour l'occasion, restent sans voix sur les petits écrans de France et de Belgique. Nous sommes sans voix, il y a Michel Drucker qui l'attendait, ainsi que Sylvie, et Pierre Perret est à mes côtés, enfin, nous sommes complètement perdus. On ne prendra conscience de ce véritable traumatisme social que bien plus tard. La preuve, toute une génération se souvient encore de ce qu'elle faisait exactement ce samedi-là lorsqu'elle a appris la mort de Claude François. Il y a un an, on apprenait la mort stupide de Claude François, électrocuté dans sa salle de bain. Au-delà du fait divers tragique, on se rend compte aujourd'hui que l'ardeur, la passion, la folie de ses admirateurs n'ont pas faibli. Claude François est mort en pleine gloire après un succès colossal, sans égal et ininterrompu, tout juste avant de débarquer aux États-Unis. Un demi-siècle après ses débuts, son souvenir est toujours aussi présent, et y compris auprès de la toute nouvelle génération. Claude François est toujours vivant. Il était une fois un jeune homme qui vivait à Monaco. Mais cette histoire n'est pas un conte de fées. Claude François, à 17 ans, meurt de faim au pays du soleil et de l'argent et sait qu'il ne pourra compter que sur lui pour s'en sortir. Chassé d'Égypte avec ses parents, où il avait vécu une enfance aisée et heureuse, il a décidé, contre la volonté de son père, de devenir quelqu'un dans le monde de la musique. En juin 1960, Claude François prend ses premières vacances depuis qu'il a quitté l'Égypte. Il arrive à Saint-Tropez, la ville dont tout le monde parle. Sur une recommandation d'un ami, il est engagé dans une boîte de nuit où il sera disjockey, mais où il donnera aussi des cours de Madison, la nouvelle danse à la mode dont il apprend les pas à Brigitte Bardot. Brigitte se prend d'amitié pour lui et au cours d'une soirée, lui suggère de tenter sa chance à Paris. Paris. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Si vous regardez la télévision en 1963, votre attention est attirée par un jeune homme blond qui se démène comme un fou dans les émissions de variété. On n'a jamais vu un type danser comme ça et surtout chanter en même temps et à un tel rythme. Ce type a le diable aux trousses. Il faisait chalala en faisant son petit pas sur le côté, puis de l'autre côté. C'était très impressionnant. C'était un élastique. Un élastique, vraiment du caoutchouc. Il bondissait sur la batterie, il rebondissait sur scène. Claude François se transforme en tornade et finit ses récitals en pleine transe. On n'a jamais vu et on ne reverra plus jamais un tel débordement d'énergie chez un chanteur, surclassant en voltage tous les rockers. Mon tout premier, c'était au Caméo à Namur, c'était une toute petite salle, où d'ailleurs il y a eu les 3-4 premières rangées qui ont été complètement cassées, les sièges complètement cassés, parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, il n'y a pas de fosse forcément, c'est un cinéma, et là il y a tout qui a été renversé, donc c'était un petit peu... À partir de 1964 et jusqu'en 1970,
Claude François va donner rendez-vous au public bruxellois dans sa salle la plus mythique, l'Ancienne Belgique. Un théâtre qui affiche toujours complet et dans lequel il va, c'est le moins qu'on puisse dire, mélanger les publics. Les premiers rangs, une fois que Claude François arrivait sur scène, étaient pris d'assaut par les hordes de groupies, enfin on n'appelait pas ça des groupies à l'époque, mais de fans. Et toutes les tables, les mémés, les chaises, tout était renversé. Elles occupaient debout, en hurlant, les devants de la scène. Oui, parce qu'à la fin du spectacle, tout le monde descendait du balcon et de la fin de la salle pour venir contre moi. Là, j'étais écrasée. Hein. Mais je me souviens d'un concert, moi, de Clo-Clo au Casino de Trouville-sur-Mer. Quand je devais avoir une dizaine d'années. J'étais pas grand. Hein. Et j'allais en vacances à Trouville-sur-Mer. Il était arrivé au Casino de Trouville. Alors, il était habitué à l'Olympia, à des salles pleines et chauffées à blanc. Là, il arrive, c'était que le Casino de Trouville, avec un public d'estivants. Donc, accueil chaleureux, mais enfin bon, pas la folie non plus. Et je me souviendrai toujours de lui, arrivant sur scène dans son petit costume lamé, bondissant comme un cabri à qui on vient de filer un coup de jus, c'est le cas de le dire. Petit costard mauve, et il arrive en bondissant, il prend le micro, il voit que l'enthousiasme relatif de la salle et il pose cette question qu'il a donc dû se poser jusqu'au dernier moment. Allez, c'est du 110 ou du 220 ici. Comme toutes les grandes stars de l'époque, Claude François va passer par le dernier étage du centre Rogier. On l'appelle aussi la tour Martini car les 3 derniers étages de ce qui est une des plus hautes tours d'Europe sont occupés par le club Martini, dont la terrasse est très prisée par le public, mais aussi par les journalistes, comme vous l'explique Jacques Mercier. Alors, il y avait quelque chose de magique, oui, parce que c'était un peu Manhattan, d'ailleurs c'était le quartier Manhattan, hein, donc c'était un peu Manhattan, on survolait la ville, on surplombait la ville. C'était, comme le dit le nom, un endroit où on buvait aussi, parce que c'était des cocktails, donc je ne sais jamais comment je sortais de là. Alors, Claude François, quand je le rencontre en 64, était déjà avec cette certitude, ce caractère d'être une star de la chanson. Ça, c'est évident. C'est lui-même, alors que, par exemple, avec Hallyday, je n'ai pas osé demander à faire une photo de l'époque à un photographe pour ne pas l'ennuyer, parce que j'étais timide. Claude François, c'est lui-même qui a dit « Vous ne voulez pas prendre une photo avec moi ». C'est comme ça que j'ai gardé un souvenir, en se disant « Ça peut vous être utile ». À lui aussi, probablement. Mais il envisageait déjà ce qu'était le métier, c'est-à-dire le showbiz. Et pourtant le temps passe, les nuits deviennent plus froides, l'été devient hiver, la vie devient enfer. Le 28 décembre 1968 se produit un événement marquant dans la vie de Claude François, ici, où dans sa loge de l'Ancienne Belgique, il écoute pour la première fois l'enregistrement de My Way par Frank Sinatra qui lui a été envoyé sur un disque souple par recommandé. Mais comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Donc les premières fois que je l'ai vu sur scène ici à l'Ancienne Belgique, c'était vraiment très BCBG, c'était le petit costume noir, la chemise blanche, la cravate. J'ai une image qui me revient de l'intérieur du costume qui était doublé de rouge, ce qui à l'époque était déjà digne d'un des costumes d'Elvis Presley pour les mémés de la salle, voire même pour ma maman qui me disait « Oh, t'as vu sa doublure rouge oh. !» La dernière fois que je l'ai vu ici, oui, il avait les Claudettes, avec les commentaires des vieilles abonnées qui disaient « Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'était mieux avant. Hein. » Mais déjà avant, elle n'aimait pas. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça se glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Si Claude François a laissé beaucoup d'excellents souvenirs à ses fans en Belgique, un pays où il a toujours adoré se produire, il lui est aussi arrivé quelques mésaventures.
La plus désagréable est celle d'un spectacle donné en vedette d'un festival à Châtelet, près de Charleroi, le 12 septembre 1965, où il va être victime de la guerre qui sévit entre les rockers et les yéyés. À l'origine de l'affaire, on trouve Pierre Rock'n'Roll, futur journaliste rock culte du Télémoustique des années 70, mais qui n'est encore à l'époque de son propre aveu qu'un sale gamin. On n'entendait pas les originaux, on n'entendait pas les Beatles. La première fois que j'ai entendu From Me to You à la radio, c'était des bis de Moi pour toi, par Claude François. Donc on le détestait, on le haïssait. C'était le plus populaire des chanteurs yéyés, c'était celui qu'on haïssait le plus. Et on s'est tous retrouvés à Châtelet et pour voir les Animals. Et puis on râlait que cet infâme Claude François, après, allait passer en vedette. Alors on est resté et on lui a fait sa fête. C'était septembre, les tomates étaient mûres. Quand Claude François s'est pointé sur scène, en chantant « Marche tout droit », eh ben, il n'a pas attendu longtemps pour faire demi-tour, parce qu'il a été couvert de tomates, de poireaux, de mottes de terre. Il a jeté son micro par terre et il a dit « Je ne viendrai plus jamais chez vous ». Malheureusement, il n'a pas tenu parole. À partir de 1972, Claude François va jouer chaque année à Forêt Nationale. 1 ou 2 soirs dans ce qui est à l'époque la plus grande salle de concert de France et de Belgique. Je reste autant de temps que vous voulez sur scène. Vous n'avez qu'à me proposer les chansons, je vous les chante. Autant que vous voulez. Il adore non seulement sa capacité, 8000 personnes, mais aussi ses dispositions qui rassemblent tout le public par terre et balcon face à la scène. C'était la folie, c'était vraiment la folie, comme à l'ancienne Belgique, mais puissance 100. Mesdames, messieurs, le show Claude François. Et à la seconde où cette phrase a été terminée, il y a eu une énorme lettre C et une énorme lettre F qui se sont allumées respectivement à gauche, à droite de la scène. Quoi, 8 mètres de haut, quelque chose comme ça, en feu de Bengale, quoi. Pouah, feu d'artifice à l'intérieur de Forêt Nationale. Et puis paf, Claude François, le show Claude François, et paf, tout de suite après, la musique qui enchaîne. Et je pense que le premier morceau, c'était Cherche. Cherche une fille amoureuse d'un garçon, oui, cherche. Et on est parti dans un tourbillon de musique, de show, de danse, enfin, avec... C'est incroyable. Mais c'est vrai que c'était grandiose, ce spectacle. C'était une ambiance hyper rythmée, hyper active. On n'avait pas le temps de réfléchir. Tout le monde était dans l'ambiance et dans le mouvement. Je dirais que pour moi, il y a eu un étonnement. C'est que par rapport à ce que j'ai vu en télévision, et j'avais pourtant que 9 ans, et ce que j'ai vu sur scène, pour moi, il y avait une différence énorme. C'était... Après ça, je me suis même demandé les albums live, comment ils avaient pu les réaliser, vu la folie du public qui l'empêchait de chanter, en fait. L'hystérie, ces filles qui tombaient, qu'on réanimait avec un seau d'eau. C'était assez violent, oui. Et puis avec ma copine, on était très organisés. On avait des petits ciseaux à bourron, vous savez, comme à l'école maternelle, là, pour être sûr de ne blesser personne, pour pouvoir justement découper, découper les morceaux et que tout le monde en ait, parce que sinon, c'était vraiment la débandade. Oui, c'est vrai que c'était assez violent. Et à la fin, quand il était surexcité, Claude, qu'il jetait sa veste ou quoi, les gens s'excitaient aussi, ils montaient sur scène. Il se dénudait, en tout cas, il enlevait sa chemise, il enlevait sa cravate, et il mettait un peignoir qu'il enlevait aussi. Et donc, on se battait dans la foule pour attraper les morceaux. Et je suis venu ici derrière, quelque part là derrière, dans les coulisses. Et je voyais 3, 4, 5, 6 filles par terre, à moitié assommées comme ça. Ça n'allait pas, c'était l'ambulance. C'était une frénésie, une folie incroyable là derrière. C'était à la chaîne, quoi. Et puis la fin du show a été exceptionnelle puisqu'il y a eu cette espèce de démenée complète de l'artiste qui dansait dans tous les sens, qui s'est retrouvé torse nu, qui rentrait en coulisses, qui revenait avec un essuie, une serviette, il la jetait au public, il revenait en peignoir, il le jetait au public. Enfin, c'était vraiment la distribution des amulettes. Et le public était complètement... enfin, c'était l'hystérie complète. Et donc, je me retrouve en haut des escaliers et je vois quasiment tout le final du concert. Et là, c'est franchement une explosion. Des ballons de couleur, des paillettes partout. Et il y a 2 turbines d'avion qui ont été mises de chaque côté du podium. De ce fait, le soir, quand le concert était fini,
les ballons partaient à hauteur désirée et redescendaient sur toute la salle. Voilà, ça m'a laissé un souvenir quand même assez impressionnant. Le show s'est terminé, la salle se vidait, on est resté assis sur les gradins, penché légèrement en avant, et on était en train de se dire, mais qu'est-ce qui vient de nous arriver? Qu'est-ce qui vient de nous tomber dessus? Je suis sorti de là, 2 jours après, j'avais l'impression que j'avais fait un rêve, qu'il y avait un météorite qui était passé. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il a compris, avant peut-être beaucoup d'autres personnes, que le visuel était au moins tout aussi important que la chanson et les musiciens. Et il a créé vraiment un show, probablement à l'américaine ou à l'anglaise. C'était le seul américain français, en fait. Je pense que ça a été le premier et le dernier chanteur américain en France. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. 1972 est une année qui correspond au cliché que nous gardons de Claude François. Les Claudettes font des petits pas de danse et des moulinets avec les avant-bras sur le lundi au soleil, derrière un clo-clo vêtu d'un costume à paillettes. Cela fait maintenant des années qu'il se produit à l'Olympia avant d'entamer une longue tournée d'été. Mais ici, surprise, Claude François fait l'impasse sur la salle de Bruno Cocatrix et donne une série de concerts tout autour de Paris sous un chapiteau de 4000 places dans lequel il va également nous rendre visite. C'est ainsi qu'il arrivera en hélicoptère pour jouer sur le terrain de football de Morlanlouet et se produira également dans la région de Charleroi, de la Louvière, de Namur et de Liège. Mais ne croyez pas que sous chapiteau, ses prestations sont moins marquantes que les concerts qu'il donne en théâtre. Je l'ai vu à Walibi en 76, le 15 mai 76. Ils avaient mis un immense chapiteau de 5000 places en face de Walibi. C'était comme Forêt Nationale, hein. Vous enlevez l'infrastructure, le show était comme Forêt Nationale. Surtout quand on était sous chapiteau, on passait les après-midi avec même les techniciens et les musiciens qui montaient. Et effectivement, il est arrivé, donc je l'ai vu arriver avec, je pense, son impresario ou en tout cas quelqu'un de son entourage proche. J'ai pu faire une photo. Et ce jour-là, j'ai été élue Miss Podium. C'est arrivé 3 fois ça. Donc avant les spectacles, il y avait un crochet chanson. Et il y avait une dizaine ou une quinzaine de filles qui chantaient des chansons de Claude François sur la scène avec une partie de ses musiciens, avec son micro, enfin bon. Et alors on était élus à l'applaudimètre. Et donc à Andenne, cette fois-là, son impresario, quand j'ai eu fini de chanter, il m'a dit « Tu vas sûrement gagner, viens avec moi ». Et il m'a emmené dans sa loge. Puis je suis allée m'asseoir près de lui. Il m'a parlé, moi je suis restée pétrifiée. Je pense que j'ai pas dit 3 mots. Pourtant, en général, je sais parler. J'étais littéralement pétrifiée. Et je l'ai embrassé parce que voilà, j'en ai profité. Et puis je voyais un grand verre de coca là sur la table. Enfin, c'était pas du coca, c'était du coca avec du whisky parce qu'il buvait du Chivas Regal et du coca. Et j'avais vraiment très soif parce que ça faisait quand même des heures qu'on attendait. J'avais chanté, donc j'avais eu un peu peur. Et donc j'ai bu une gorgée à son verre. Il m'a dit attention, c'est fort. Je dis oui, je sais. Et puis et alors pendant son spectacle, il a appelé Miss Podium sur la scène pour venir lui faire la bise. Donc c'était moi, donc j'étais là avec ma... Donc je suis montée, et là c'est lui qui me demandait de monter, quoi, c'était génial. Elle a les yeux bleus, elle a le front blanc, belle. À l'époque où les jeunes se la coulaient douce à la terrasse des cafés, Claude François travaillait dur. Il voulait devenir célèbre pour quitter la médiocrité dans laquelle il était tombé avec sa famille lorsqu'ils étaient partis d'Égypte. Devenu une vedette de la chanson, il n'a qu'une idée, le rester, ne pas retomber dans la misère. Claude François ne connaît jamais de temps mort, ne prend jamais de vacances, il est toujours à l'affût. Perfectionniste entre ce qu'on voyait avant avec ses exigences et la manière dont il était avec son personnel. Puis vous le voyez sur scène, enfin moi j'avais pas l'impression que c'était la même personne. Claude François, c'est quand même étonnant aujourd'hui, c'est même inexplicable pour nos amis anglo-saxons qui me disent toujours, mais attendez, il faisait de la musique motone, et il s'habillait comme un chanteur country. C'est très bizarre. Même pour les Anglais, c'est toujours un... Oh. Donc, tout est là. Cette espèce de volonté de plaire à tout prix, quoi. Donc, je vais vous prendre un peu de country au niveau des fringues. J'invente le stage diving. Je suis un espèce de
personnage avec qui on n'avait pas du tout envie de travailler, bien sûr, parce qu'il a la réputation à côté, mais enfin, tout le monde disait James Brown est dur avec ses musiciens. Claude François était 4 fois plus dur que James Brown. C'était, mais les musiciens de Claude François m'ont raconté des choses abominables. Il était un tyran. Et en sortant de scène, il y avait une de ses fans qui devait tenir un verre d'eau à sa disposition, avec un essuie, une serviette, on dit en France. Hein. Et il sortait, donc, il devait boire ce verre d'eau, il fallait qu'il soit juste à l'endroit qu'il avait prévu, bon, ce qui est toujours très pro. Et la veille, où on m'a raconté ça, il était venu et la fille, soi-disant, n'était pas à la place exacte. Donc, il avait raté ce verre d'eau et, au contraire, il l'avait renversé sur lui. Donc il y avait eu un drame. Et il ne s'est pas excusé, il n'a rien dit, il a giflé la fille. Paf, paf, un retour de gifle. Il se disait qu'il s'était très très fort fâché, qu'il n'hésitait pas à lever la main quand il était trop énervé ou qu'on le contredisait de trop. C'était un caractère. À un moment donné, Claude François a carrément arrêté une de ses chansons parce qu'il n'était pas content de ce qui avait été fait par ses musiciens. Il a envoyé quelques noms d'oiseaux à gauche, à droite, on n'a pas tout bien entendu. Et la chanson a recommencé à zéro, quoi. Carrément à zéro. Il avait tout arrêté, il a recommencé à zéro. Un peu caractériel, un peu impulsif comme ça. Un peu, en même temps, il avait aussi beaucoup de charme et il avait de l'humour. Il était aussi généreux, il peut être attendrissant. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'éléments de lui qui rendaient le reste supportable. J'ai été dans ces loges, je l'ai accompagné parfois derrière, suivi jusqu'à sur scène. Il m'a laissé faire et je faisais des photos sur scène, de l'extérieur, donc vers la scène. Et ça a toujours bien passé avec lui, oui. Il était gentil avec moi, il m'a même dédicacé une photo avec un mauvais marqueur qui s'est effacé. Mais disons, j'ai jamais eu de problème au point de vue relationnel. Il était très bien. Dans la vie, c'était un être extrait. C'était l'inverse de ce qu'il pouvait être dans le métier. C'est-à-dire que dans le métier, il était quelqu'un d'assez tyrannique. Mais dans la vie, c'était un type intelligent, c'était un type charmant, qui aimait la musique par-dessus tout. Et moi, je me suis toujours très bien entendu avec lui, mais vraiment. On a des souvenirs merveilleux ensemble. Et moi, j'ai eu la chance et la malchance de passer un week-end 3 semaines avant sa mort au Moulin, avec Jacques Martin et Collaro, où il nous avait invités. Et je dois avouer, de ma génération, Claude François, c'était un chanteur pour petite jeune fille. Et bien m'a pris de passer ce week-end chez lui parce que je me suis rendu compte, c'était un personnage, c'était un prince. Il était extrêmement cultivé, il avait énormément de goût. Il était très élégant et très généreux. Et croyez-moi que quand 3 semaines plus tard, j'ai appris, j'étais en Tunisie, sa mort, j'ai arrêté la voiture. Il danse pour le 14 juillet sur la grande place d'Ajaccio. Donc il y a des lattes de bois, on voit qu'on a construit une scène rapidement, elle n'est pas très haute, il danse. Et à un moment, il y a une Claudette qui tombe. La scène n'est pas bien, elle se prend les pieds dans des câbles, elle tombe. Et là, Claude la regarde, genre, elle va me foutre en l'air le show, cette conne. Enfin, on le voit dans le regard, il n'est pas genre, tu t'es fait mal, il est, mais qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là, genre, on voit le tyran de travail, quoi. D'ailleurs, qui ne se respectait pas lui-même, il donnait tout pour son boulot, quoi. Voilà, il n'a rien fait pour s'aider lui, toute sa vie était conçue comme ça. Hein. J'étais impressionné par Claude François parce que c'était, pour moi, l'homme qui ne laisse rien au hasard. C'est un type pas simple, quoi. C'est un type qui déploie une énergie, une volonté. Non, c'est un mec passionnant. Je suis mal aimé, je suis le mal aimé, je suis le... Mal aimé et fatigué, Claude François en fait trop depuis des années. Il décide donc d'arrêter les galas et la scène et l'annonce lui-même dans une lettre ouverte à son public qu'il publie dans son magazine Podium.
Claude François s'est fixé l'objectif de donner ici à Bruxelles un spectacle hallucinant, le point culminant de sa carrière. Et à la fin du spectacle, il va se passer quelque chose d'incroyable. Le son allait à fond, les lumières étaient époustouflantes et ça n'arrêtait pas, quoi. Je crois que ça a dû durer 2 heures, mais ça n'arrêtait pas. Après 1h40 de show, de danse et de chant, Clo-Clo finit le spectacle torse nu et en transe, comme toujours. Il lance sa chemise dans la salle et voit ce parterre hérissé de mains tendues. Oh, la salle la salle était pleine à crever, à craquer, quoi. C'était incroyable. La salle était remplie. Florent Arsenal, c'est cette espèce de fer à cheval qui se referme. Donc, même sur les ponts qui étaient près de la Seine, il y avait des gens, quoi. C'était vraiment plein. Claude François fait alors quelque chose que personne n'a jamais osé faire avant lui. Du haut des 2 mètres du podium, il se laisse tomber dans le public. Si, on l'avait sauté, je devais être à peu près, je vais dire, au moment de l'impact où il est tombé dans la foule, je devais être à une quinzaine de mètres. Mais c'était déjà la ruée, c'est comme une masse humaine qui se referme dessus. Ça fait peur. Quand on est jeune, ça fait peur. Il est saoul de musique, il adore son public et il se jette vraiment dans la foule. Il appartient à la foule à ce moment-là, quoi. Mais moi, j'avais peur qu'il se blesse, quoi. Et qu'on ne puisse plus le revoir par après. Hein. Pas mourir, mais bon, qu'il soit blessé, quoi. Du côté de la production et du service d'ordre, c'est la panique. Ils vont mettre une demi-heure pour le récupérer. Ils ont carrément sauté dans la foule. On a envoyé les gens, que ce soit filles ou garçons, on les a envoyés dans tous les sens. Parce qu'il fallait le récupérer sans trop de dégâts. Moi, j'ai vu des filles qui ont pris des coups de poing et tout ça, parce qu'il fallait dégager pour arriver à le ressortir. Lorsque la star est revenue ici, dans sa loge, de ses émotions et de cette dernière fois, elle va découvrir, médusée, les griffes et les morsures laissées sur son corps par le public des concerts. Le téléphone pleure. Jeudi 5 septembre 1975, Claude François est à Londres pour y enregistrer une version anglaise de son téléphone pleure. Il compte beaucoup sur ce disque pour percer sur le marché anglais. Comme à son habitude, il descend Wilton Park Lane, un hôtel qu'il apprécie tout particulièrement pour la vue sur Hyde Park. Le lendemain, vers 12h30, l'ascenseur de l'hôtel s'ouvre, faisant place à Claude François, suivi de 3 de ses employés. À peine traverse-t-il le hall de l'hôtel qu'une violente explosion retentit. Claude François est projeté sur la droite. Une bombe vient d'éclater à 1,50 m de lui. On a reçu des kilos de choses partout sur nous, explique-t-il à une journaliste de TF1. Par la suite, on s'est aperçu qu'il s'agissait de bouts de chair et d'entrailles de la malheureuse qui était devant nous. Claude François s'en est sorti par miracle car une femme a fait barrage entre la bombe et lui. Claude François ne sera pas une victime de plus de l'IRA. Cette année-là, 16 janvier 1978, Claude François pose ici devant le Royal Albert Hall, la plus prestigieuse salle de concert de cette ville gigantesque et folle qu'est Londres. Il va jouer ce soir devant une salle comble et il n'est pas peu fier d'être le premier artiste français à réaliser cet exploit. Même sa mère, qui a une peur bleue de l'avion, l'a pris ce matin pour pouvoir y applaudir son grand-fils. Le concert dure 1h45. Comme d'habitude, Claude François termine torse nu, en sueur et dans une transe qui emporte toute l'assistance. L'ambiance est tellement folle que le premier des 8 rappels aura lieu directement. Le lendemain, la presse sera dithyrambique. L'Angleterre semble enfin à portée de main pour Claude François, ce pays qui est pour lui la première étape avant son rêve, l'Amérique. Afin de ne pas rater son coup, Claude François a décidé de mettre tous les atouts dans son jeu. Côté musique, il s'est assuré du meilleur avec une chanson ahurissante pour laquelle il a réussi à convaincre Étienne Roda-Gil d'en écrire le texte. S'il n'en comprend pas toujours le sens, ce qui importe, c'est que ça sonne, comme le disent les Anglais. Et Magnolia's Forever sonne, et Magnolia's Forever fait un malheur. tu lui ressembles quand elle tremble et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix.
Une seconde collaboration du même tonneau voit le jour en cette fin d'hiver 1978. Claude François enregistre une version de Alexandrie Alexandra pour la BBC dans le cadre montagnard de Lézin en Suisse. Le lendemain, il doit vite rentrer à Paris car il doit se rendre sur le plateau de Guy Lux sur TF1 avant de rendre visite à Michel Drucker sur Antenne 2. Claude François domine toujours le marché français qu'il ne compte pas abandonner en attaquant le monde anglo-saxon. Tout va bien. Nous sommes l'après-midi du 11 mars 1978. Que faisiez-vous à ce moment-là? Ouf. C'était un samedi. Et je regardais la télé André Torrent, c'est pas du box. Parce que je regardais chaque fois, parce que je savais qu'il y avait au moins une chanson, si pas deux, qui passait, puisque c'était à la demande. Et là, j'étais écroulée. Très dur. Très dur. J'étais dans la famille et on avait mis les informations. Et quand j'ai entendu ça, j'ai l'impression que tout s'arrêtait. Il y avait plus... Je devais rester 3-4 jours là-bas dans la famille. Et je suis rentré dans l'heure chez moi à la maison. Et j'ai pleuré comme un gosse, quoi. J'allais avoir 20 ans. Et donc, je pense que j'étais amoureuse. Franchement. Je pense que oui. Je pense que j'étais vraiment amoureuse. Alors, 1, 2, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Je vais vous dire quelque chose que j'ai pas dit à l'antenne, c'est que on a failli ne pas y aller. Je veux dire, pourquoi aller voir Claude François, tu vois? C'était pas notre... Et je m'en serais mordu les doigts toute ma vie parce que c'était un mec formidable. Donc, je me suis toujours demandé si Claude François aujourd'hui, à 73 ans, Michel Drucker dit souvent qu'il serait devenu un grand producteur de télé. C'est possible. Mais on a toujours dit que c'était un mauvais homme d'affaires, donc on ne saura jamais. Je pense que la seule fois où j'ai eu, entre guillemets, le même effet, mais peut-être encore plus fort, c'est avec les AC/DC, ici à Forêt Nationale, un peu plus tard d'ailleurs. Claude François, il avait fini au Forest National. 3 heures après, vous ne passiez pas encore la rue. Les gens étaient là à attendre qu'il sorte avec sa Mercedes. Moi, j'ai vécu des moments là, de folie. Là. Et là, on se jette sous les roues de la voiture. Il y a quelques témoignages, oui. Elle se faisait honorer ou elle l'honorait selon les circonstances, mais la plupart du temps, c'était ce qu'elle voulait, ce qu'elle recherchait, en attendant de devenir l'épouse ou la légitime ou la favorite. Elle se contentait de ça, avec bonheur, apparemment. Attends, parce que... En retard, juste au bon moment pour chanter, oui. Ils étaient toujours inquiets, les producteurs, pas moi. Il représente énormément pour les gens, énormément.